Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation portant sur le document unique. Il s'agit de vous présenter rapidement les intérêts du document unique allant de son élaboration jusqu'à son exploitation. Le document unique est le document dans lequel sont retranscrits les résultats de l'évaluation des risques professionnels. C'est une obligation réglementaire qui incombe à l'employeur. Le document unique est cité dans le Code du travail. Il s'agit du premier document qui va permettre d'initier une démarche d'amélioration et de prévention des risques professionnels. Le document unique permet à l'employeur de connaître les risques présents dans son entreprise. Il permet également de les hiérarchiser afin de pouvoir prioriser les actions d'amélioration à mener. L'évaluation se fait par unité de travail. Les unités de travail sont un découpage fictif de l'entreprise. Le découpage est à déterminer en amont de l'évaluation des risques. En général, il s'agit d'un découpage géographique ou fonctionnel dans lequel les expositions sont homogènes. Par exemple, unité de travail, atelier de production, unité de travail, atelier de maintenance, unité de travail, bureau et administration, unité de travail logistique, etc. Par unité de travail, il s'agira d'identifier les risques, puis de les hiérarchiser à l'aide d'une grille de cotation afin de pouvoir en dégager des actions prioritaires. Le document unique est un document qui doit être conçu et élaboré de manière collégiale en impliquant l'ensemble des acteurs concernés de l'entreprise et notamment les membres du CSE. C'est désormais une obligation réglementaire. Ils devront être consultés sur le document final, ainsi que sur ses mises à jour. Pour identifier les risques, il est possible de s'appuyer sur la brochure INRS ED 840 qui liste l'ensemble des risques qui peuvent être rencontrés en entreprise. Cela va du risque de chute de plein pied, en passant par les risques liés à la manutention mécanique, jusqu'à des risques plus exceptionnels comme par exemple les risques liés au rayonnement ionisant. Comme je le disais, l'évaluation des risques doit se faire de manière collégiale. Il s'agit tout d'abord d'observer les situations de travail et de questionner les salariés afin de pouvoir identifier les risques au plus près du terrain et être le plus juste possible dans son analyse. Pour chaque activité, les dangers et risques associés seront identifiés, puis évalués. L'évaluation des risques se fait classiquement à l'aide de critères de cotation incluant la fréquence et la gravité. Il s'agit de la fréquence d'exposition au risque et la gravité du dommage en cas de survenue de celui-ci. Ces critères vont de 1 à 4. Le niveau de risque initial s'obtient en multipliant la fréquence fois la gravité. Par exemple, un risque de chute de hauteur sera coté par un critère de gravité 4. Le critère de fréquence dépendra de la fréquence de survenue de ce risque. Il sera très fréquent dans le cas d'un ouvrier étant quotidiennement exposé au risque de chute de hauteur, comme par exemple un couvreur ou un cordiste. Il sera beaucoup plus exceptionnel pour un technicien de maintenance qui doit effectuer, par exemple, une opération annuelle en hauteur. Donc, dans le cas d'un risque de chute de hauteur auquel le salarié est exposé quotidiennement, le critère de gravité sera de 4 et le critère de fréquence sera de 4. Le niveau de risque initial sera donc de 16. Vous constatez sur le schéma que l'on peut ainsi dégager 3 niveaux de priorité. Niveau de priorité faible en vert, niveau de priorité moyen en orange, niveau de priorité élevé en rouge. Il peut également être intéressant de pondérer ce niveau de risque initial en prenant en compte les moyens de prévention existants afin d'obtenir un niveau de risque résiduel et ainsi d'être au plus proche du niveau de risque réel.
Lorsque aucun moyen de prévention n'est mis en place, le niveau de risque initial est multiplié par 1. Le niveau de risque résiduel reste donc inchangé au niveau de risque initial. Lorsque des mesures sont en place mais sont insuffisantes, le niveau de maîtrise sera de 0,5. Le niveau de risque initial sera donc réduit de 50% pour obtenir le niveau de risque résiduel. Si des mesures de prévention sont déjà mises en place et sont très efficaces, nous multiplierons le niveau de risque initial par un niveau de maîtrise de 0,01, ce qui revient à réduire le niveau de risque initial de 99%. C'est bien le niveau de risque résiduel qu'il faudra prendre en compte pour l'élaboration de son plan d'action. Les critères de cotation sont donnés à titre indicatif. Il n'y a pas d'obligation réglementaire ou normative quant à l'utilisation d'un type de tableau de cotation. Donc voici un exemple d'un extrait d'un document unique. Par exemple, la première ligne, pour l'unité de travail administratif, il existe un risque de chute de plain-pied lors du déplacement dans les bureaux. Le dommage potentiel va être la foulure et la fracture. Les déplacements sont quotidiens. Le critère de fréquence est donc de 4. La gravité d'une fracture est également cotée à 4. On obtient un niveau de risque brut de 4 x 4, 16. Ce niveau de risque est inacceptable. Cependant, il y a déjà des mesures de prévention en place, ce qui a été cité, sol en bon état. On peut également mentionner l'absence de trous, de bosses, de marches isolées. Par exemple, le port de chaussures de sécurité pour une circulation dans les ateliers, un éclairage suffisant, des voies de circulation piétons, etc., etc. Donc ça, c'est lors de votre observation au poste de travail que vous pourrez également relever les moyens de prévention déjà existants. Dans ce cas, un coefficient de pondération de 0,1 a été appliqué. Le risque est donc réduit de 90%. La cotation résiduelle du risque de chute de plain-pied est de 1,6. Le niveau de risque résiduel est donc faible. Ce n'est donc pas sur le risque de chute de plain-pied de l'unité de travail administratif que les premières actions de prévention seront menées. Le document unique est un document qui doit rester dynamique. Il est mis à jour au moins une fois par an, obligatoirement. Il est également mis à jour à chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une modification de la configuration du travail. Le document unique est également mis à jour pour toute survenue d'accident du travail ou reconnaissance de maladie professionnelle. Il faut s'assurer que ces risques-là ont bien été identifiés dans le document unique et sinon, il faut les mettre à jour. Il existe une exception pour les entreprises de moins de 11 salariés. Dans ces entreprises-là, le document unique n'est pas obligatoirement mis à jour une fois par an. Cela peut être à intervalles plus importants. C'est une flexibilité qui a été accordée aux petites structures afin d'alléger leurs charges administratives. Le document unique s'inscrit donc dans une démarche d'amélioration continue, puisqu'on va identifier les risques, on va les hiérarchiser de la manière que nous avons vu précédemment, ce qui nous permettra de proposer des actions de prévention qui vont apparaître dans un programme de prévention qu'on appelle le PAPRI Pacte. Nous en reparlerons tout à l'heure. Il convient ensuite de vérifier l'efficacité de ces actions de prévention et de mener, si besoin, des actions correctives. Le document unique peut ensuite être mis à jour, incluant les nouvelles actions de prévention qui ont été menées, ce qui contribue à la diminution progressive des niveaux de risque respectifs. On est donc sur un cycle d'amélioration continue.